Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire vraie de l'île de l'horreur. Sur un bout de terre entouré d'eau, 500 jeunes plantent leur tente pour la nuit. Les flammes dansent dans l'obscurité. Des adolescents font griller des marshmallows en groupes dispersés. L'atmosphère est paisible sous un ciel sans nuages. La température estivale est agréable. La soirée promet d'être mémorable quand soudain, une détonation déchire le silence nocturne. L'îlot norvégien de Utoya représente un véritable havre de paix au milieu des eaux scandinaves. Depuis plus de 6 décennies, ce lieu accueille des campements estivaux où des centaines de jeunes viennent séjourner chaque saison chaude. L'endroit semble parfait pour ce type d'activité. La superficie de cette terre insulaire équivaut à environ 15 terrains de football. Le territoire reste largement préservé de toute exploitation touristique. Aucune infrastructure hôtelière ne vient défigurer le paysage naturel. Les commerces et services sont totalement absents. Seuls quelques édifices essentiels parsèment l'espace. Vu depuis les airs, la forme de l'île évoque un cœur. Les constructions se limitent au strict minimum, un bloc sanitaire, une grande salle polyvalente et un local technique pour l'électricité. L'expérience du camping s'y vit dans son authenticité la plus brute. Les participants doivent faire preuve de débrouillardise et d'autonomie. Le confort moderne n'existe pas ici. Aucune plage n'offre ces étendues de sable aux visiteurs. Des parois rocheuses escarpées ceinturent presque entièrement le périmètre. Les eaux froides et agitées découragent fortement la baignade. Les activités se concentrent donc à l'intérieur des terres, autour des feux de camp. Les jeunes se ressourcent au contact de la nature, jouent entre amis, partagent des moments de convivialité. C'est précisément ce qu'est venu chercher Adrian. Adrian vient de fêter son 21e anniversaire, ce qui fait de lui l'un des participants les plus âgés. La majorité des campeurs ont entre 14 et 20 ans. Il a néanmoins quelques camarades de son âge. Son séjour se déroule à merveille depuis plusieurs jours déjà. Les soirées s'enchaînent avec leur lot d'animations, karaoké, jeux de plateau, débats et discussions. Pas une seule soirée ne s'écoule sans activité organisée. Monica, la coordinatrice du camp, déploie une énergie remarquable. Son dynamisme et son dévouement lui valent l'affection de tous. Les jeunes la surnomment affectueusement Maman Utoya. Ce 22 juillet, en fin d'après-midi, l'ambiance s'annonce particulièrement agréable. Adrian et ses camarades ont fait la connaissance d'autres jeunes de leur tranche d'âge. Des connexions se créent, quelques flirts naissent, une plaisanterie circule concernant le sentier des amoureux, un petit chemin isolé aux herbes hautes qui pourrait bien accueillir des couples cette nuit. Tout le monde se prépare avec enthousiasme. Les douches sont prises d'assaut. Les jeunes s'échangent brosses, parfums et accessoires entre tantes. L'excitation est palpable quand soudain, Adrian perçoit un bruit métallique assourdissant. Tous se précipitent hors de leurs abris. Adrian scrute les alentours pour identifier la source du vacarme. Comme plusieurs autres, il suppose qu'il s'agit d'une farce, peut-être un feu d'artifice improvisé. Il s'apprête à regagner sa tente lorsqu'il remarque des individus qui se mettent à courir frénétiquement. 5 ou 6 personnes d'abord, puis un groupe bien plus conséquent. Adrian ne comprend pas ce mouvement de panique soudain. Il échange des regards perplexes avec d'autres témoins tout aussi désorientés. Finalement, il décide de suivre le mouvement et se met à courir lui aussi. Tout s'accélère brutalement, il n'a pas le temps d'analyser la situation. Il observe simplement de nombreux visages graves, choqués. Quelque chose de sérieux se produit manifestement. Il court avec les autres jusqu'à ce que tout le monde se sépare et se dissimule derrière arbres et buissons environnants. Adrian reste confus. Il imagine encore une blague ou une activité planifiée. Sans vraiment saisir la situation, il joue le jeu et se cache derrière un tronc. Tout le monde se terre dans un silence absolu autour du bâtiment sanitaire. Une jeune fille sort du bâtiment, téléphone à l'oreille. Elle n'entend pas les chuchotements qui fusent depuis les fourrés. Absorbée par sa conversation, elle fixe le sol et ne remarque pas l'homme en uniforme de police armé d'un fusil d'assaut qui marche dans sa direction. Lorsqu'elle lève enfin les yeux, elle se fige instantanément. Adrian, témoin de la scène depuis sa cachette, ne comprend toujours. Un policier armé et tout le monde dissimulé, la situation n'a aucun sens.
Il voit la jeune fille se pétrifier, prenant conscience de son isolement total. Un silence pesant règne. La fille fait lentement demi-tour et s'éloigne prudemment. C'est alors que l'homme lève calmement son arme et lui tire une balle dans la tête. À cet instant, tout devient terriblement réel pour Adriane. Un cauchemar commence. Une traque humaine va coûter la vie à près d'une centaine d'adolescents. Avant de raconter la suite des événements sur Utøya, il convient de parler du petit Anders, cet adorable bébé qui deviendra le tueur de masse le plus meurtrier que la Norvège ait connu. Anders voit le jour à Oslo en 1979. Il naît dans une famille privilégiée. Son père occupe le poste d'ambassadeur de Norvège. Cet homme très occupé professionnellement se séparera de la mère d'Anders alors que l'enfant n'a qu'1 an. Anders grandit avec un seul rêve, revoir son père. Mais celui-ci s'est remarié, a fondé une nouvelle famille et refuse tout contact avec son fils. Anders évolue donc uniquement avec sa mère et sa demi-sœur dans un quartier aisé d'Oslo. Malgré l'apparence confortable de leur situation, l'enfance d'Anders est tout sauf heureuse. Sa mère présente un profil très particulier. Cette infirmière traverse des épisodes dépressifs intenses avec des fluctuations émotionnelles extrêmes. Elle peut se montrer extrêmement douce et maternelle, puis basculer dans l'hystérie et proférer des paroles cruelles comme « j'aurais préféré que vous soyez mort ». Elle rejette fréquemment la responsabilité de ses problèmes sur Anders, alors âgé de 3 ou 4 ans seulement. Cette femme s'absente régulièrement du domicile pour multiplier les conquêtes amoureuses. Elle laisse ses enfants livrés à eux-mêmes pendant de longues périodes. Ces jeunes enfants, incapables de subvenir à leurs besoins, souffrent littéralement de la faim et vivent dans des conditions d'hygiène déplorables. Le voisinage connaît la réputation sulfureuse de cette mère. À son retour de ses escapades, elle raconte sans filtre ses aventures à ses enfants. Elle ne pose aucune barrière concernant les sujets sexuels. Anders grandit dans cette atmosphère malsaine. À l'école, on remarque rapidement des anomalies chez ce petit garçon. Son rapport aux émotions semble inexistant. Il commence à maltraiter des animaux. Les services sociaux s'intéressent au cas d'Anders alors qu'il n'a que 4 ans. Des psychiatres mènent l'enquête et font plusieurs observations troublantes. Dans un environnement adapté avec jouets, couleurs et stimulations appropriées, Anders semble retrouver des émotions enfantines normales. Il rit, joue, sourit davantage. Dès qu'on le replace dans son cadre habituel, il cesse de rire. Il se referme dans une bulle émotionnelle. Il redevient cet enfant froid, colérique quand tout n'est pas organisé exactement selon ses exigences. Les services sociaux découvrent quelque chose de plus inquiétant encore lors de l'interrogatoire de la mère. Des indices suggèrent qu'Anders pourrait être sexualisé. Le processus exact reste flou, tout comme l'identité des personnes impliquées. Malgré ces signaux d'alerte, le dossier manque de solidité pour retirer Anders de la garde maternelle. La mère se bat férocement pour conserver ses enfants. Finalement, Anders reste avec sa mère et les services sociaux se retirent définitivement. Les années passent et derrière les portes closes de cette jolie maison de banlieue se déroulent des événements dépassant tout ce qu'auraient pu imaginer les autorités. Une scène illustre parfaitement leur relation. Anders a 17 ans lorsqu'il offre un cadeau d'anniversaire à sa mère. Elle adore ce présent et le remercie. Les jours passent et Anders s'enquiert de l'utilisation de son cadeau. Elle répond que non, pas encore, mais que cela viendra. Les jours continuent de défiler. Anders redemande si elle a utilisé son cadeau. Il veut s'assurer qu'il lui plaît vraiment. Au bout d'une semaine, elle confirme avoir bien utilisé le vibromasseur qu'il lui a acheté. Cette anecdote illustre la nature extrêmement malsaine de leur relation. Il dort habitué contre elle en cuillère, la serrant si fort qu'elle peine parfois à respirer et manque de s'étouffer. Une autre histoire remontant à ses 2 ans illustre également cette dynamique. La mère décide de lui chercher des parents d'accueil temporaires. Cette pratique norvégienne permet aux parents en difficulté de confier leur enfant pour des week-ends réguliers. Ces familles d'accueil proposent des activités et sorties offrant un soutien parental ponctuel. La mère est mise en relation avec un couple. La première rencontre se déroule correctement, bien que le couple trouve la mère quelque peu étrange. Lors de la seconde rencontre, la mère demande aux parents d'accueil si Anders pourrait toucher les parties intimes du père. Elle argumente qu'en l'absence de modèle paternel à la maison,
Cela permettrait à l'enfant de découvrir l'anatomie masculine à des fins éducatives. On imagine le choc des parents d'accueil. La relation mère-fils présente donc tous les travers imaginables. À l'école, cet adolescent obtient de bonnes notes mais éprouve des difficultés sociales. Il subit du harcèlement tout en étant lui-même harceleur. Il évolue dans un cycle de violence et son caractère l'empêche de nouer des amitiés. Il reste marginal. Les seules personnes qui l'acceptent forment un gang nationaliste. Ce groupe de voyous adolescents rebelles commet des actes de vandalisme, des tags, des agressions sous couvert d'idées politiques extrêmes. Il intègre cette bande plusieurs fois. Les membres veulent l'exclure à cause de son caractère difficile. Il ne parvient pas à créer des liens amicaux. Il souhaite s'en débarrasser, mais Anders réussit à se rendre indispensable grâce à une compétence particulière. Il excelle dans la préparation et l'exécution de plans détaillés. Lors de leurs expéditions de tag, sa planification minutieuse leur évite toute arrestation. Il calcule exactement les quantités de peinture nécessaires, connaît les horaires précis des rondes de police. Tout est méticuleusement organisé. Finalement, il se fait tout de même expulser du groupe. Exaspéré par ses échecs d'intégration sociale, il décide de se débrouiller seul. Ce garçon intelligent et ambitieux en a assez d'être un perdant. Il se fixe comme objectif de devenir millionnaire. Au niveau secondaire, il abandonne ses études. Il déménage dans son propre appartement et crée plusieurs sociétés dont un site internet frauduleux vendant de faux diplômes. Après quelques années, aucune de ces entreprises ne fonctionne réellement. Il retourne vivre chez sa mère, confronté à l'échec. Lui qui nourrissait de grands rêves de succès et de richesse, doit encaisser le coup porté à son ego. Il traverse une période difficile, s'isole, reste cloîtré dans sa chambre, se coupe du monde extérieur. Les rares amis qu'il s'était faits ne le voient plus. Il passe tout son temps à jouer aux jeux vidéo. À son 32e anniversaire, Anders disparaît. À 2 heures de route de l'appartement maternel se trouve une ferme. Le terrain est vaste avec une seule bâtisse au centre. L'endroit est isolé. Les voisins les plus proches sont éloignés. Anders a acheté cette ferme avec ses dernières économies et vient de s'y installer. Son entourage l'interroge évidemment. Que fait-il là-bas? Pourquoi s'installer dans cette ferme? Peuvent-ils lui rendre visite? Anders répond invariablement la même chose. Impossible de venir le voir. Il explique avoir décidé de devenir agriculteur et de cultiver des betteraves. Pour ceux qui le connaissent bien, ces décisions impulsives et surprenantes ne sont pas totalement étonnantes. Pourquoi pas, après tout, si c'est sa vocation? Pourtant, les terres autour de la ferme restent en friche. Aucun légume ne pousse. Anders ne met jamais le nez dehors. Des rumeurs circulent dans son entourage. Addiction au jeu World of Warcraft, relations homosexuelles non assumées, crise existentielle. La réalité dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Dans sa ferme, Anders revêt quotidiennement une combinaison de protection chimique. Il conçoit une énorme bombe. Pourquoi? Anders s'est mis en tête que son pays, la Norvège, a un ennemi commun, le gouvernement en place. Ce gouvernement, c'est le parti travailliste, approximativement équivalent à la gauche. Pour Anders, ce parti accorde trop d'importance aux femmes. Ces femmes qui, comme sa mère, sont beaucoup trop indépendantes. Il ne supporte pas l'idée d'égalité entre hommes et femmes. Un autre aspect le révulse, l'immigration. Il décide de fabriquer cette bombe pour commettre un attentat révolutionnaire, tuer le maximum d'ennemis de la nation. Il ne perçoit pas le terrorisme comme mauvais, mais comme un moyen d'éveiller les masses. Il suit un programme de désensibilisation pour éliminer toute empathie. C'est pourquoi il s'installe dans cette ferme, se coupe totalement du monde. Il cesse de répondre au téléphone. Progressivement, se mure dans l'isolement, fait le mort. Son objectif, devenir un tueur de sang-froid. Éteindre toute empathie, déjà naturellement peu émotif. Il veut anéantir les derniers vestiges. Toute la journée, il fréquente des sites extrémistes, des forums, peuplés de personnes partageant ses idées. Il se nourrit de cette propagande, quotidiennement. Se monte le bourrichon, les mois s'écoulent. Dès qu'il trouve du temps, il rédige. Son manifeste, ce document fait 1500 pages. Il contient tout ce qui occupe son esprit. Il y décrit son monde idéal, ses opinions, la manière dont il va exécuter son plan. Sa minutie est effrayante. Il détaille absolument tout.
comme une opération militaire. Son absence d'empathie est glaçante. Il évoque l'importance de s'hydrater. Pendant une mission comme celle-ci, il reste très factuel alors qu'il planifie un attentat visant à ôter des dizaines de vies, voire des centaines. Son manifeste aborde ses opinions politiques. Bien que décousu, il mélange plusieurs concepts, se contredit parfois. Il dissertera sur l'importance de l'égalité, puis décrira la race aryenne idéale, le prototype de l'être humain supérieur. Blond aux yeux bleus, dans son manifeste, il prépare l'après. Il explique ses dernières volontés, en cas de mort, mais exprime clairement sa volonté de survivre. Pour devenir porte-parole de ses idées, il veut rester en vie, après avoir commis un attentat meurtrier. Un passage est révélateur. Lors d'une arrestation pour un acte de cette ampleur, police et médias chercheront les photos défavorables. Il anticipe cette stratégie, joint au manifeste ses propres photos, des clichés à utiliser. 11 mois plus tard, il est prêt. Le matin du 22 juillet 2011, il envoie son manifeste à des politiciens, des journalistes, des groupes néo-nazis, des personnes rencontrées sur des forums. La liste est longue. Quelques jours auparavant, il poste un dernier tweet. Une personne avec une conviction possède autant de force que 100 000 personnes n'ayant que des intérêts. Il monte dans une camionnette blanche, remplie d'explosifs, quitte sa ferme pour exécuter son plan. Un plan mûrement réfléchi, détail soigné pendant des mois. Ce n'est pas l'acte d'un fou, mais d'une personne ayant longuement réfléchi. Un acte qui va choquer le monde, marquer la Norvège à jamais. Le 22 juillet 2011, Anders Breivik roule vers les bureaux gouvernementaux, en plein cœur d'Oslo. La circulation est dense, les embouteillages nombreux, le trafic avance au ralenti. À 15h18, il arrive devant les bureaux du gouvernement. Sa camionnette contient une tonne d'explosifs à base d'engrais. Il est confiant. Quant à l'efficacité meurtrière de sa bombe, il a testé des versions réduites dans sa ferme, avec des résultats probants. Les caméras le filment, s'éloignant de la camionnette, vêtu d'un uniforme des forces de l'ordre, avec gilet pare-balles. Il est armé. À 15h26, la bombe explose. La scène est apocalyptique. Des corps gisent partout, des blessés, des débris. On dirait une zone de guerre. Le bâtiment le plus touché était quasiment vide. Heureusement, beaucoup de gens étaient en vacances, c'est l'été. D'autres ont eu bien moins de chance. L'explosion a projeté des éclats à la vitesse d'une balle. Au sol, une femme a été empalée par un bâton de bois d'1 mètre, provenant d'un cadre de fenêtre du 10e étage. La violence du souffle est inimaginable. Cette femme a survécu miraculeusement. Le calme sur les lieux est assourdissant. Certains sont ensevelis sous les décombres, d'autres bloqués dans les bâtiments par des effondrements partiels. Certains se sont réfugiés dans les commerces. Personne ne comprend. C'est incompréhensible. Tellement soudain. Ambulances et forces de l'ordre arrivent. C'est le choc. Plus de 80 personnes sont blessées. 8 sont tuées. Ces victimes ne sont pas toutes entières. Des morceaux de corps seront retrouvés sur les toits des bâtiments. L'explosion fut si violente. Police et ambulanciers ne sont pas préparés. Jamais un événement de cette nature ne s'est produit en Norvège à Oslo. Anders le sait pertinemment. Pendant que toute l'attention se concentre sur Oslo, Anders passe à la seconde partie de son plan. Il prend une voiture prévue à cet effet, roule pendant 40 minutes en direction de l'île d'Utøya. Face à l'île d'Utøya, située à environ 30 km d'Oslo, Anders se tient sur la rive, prêt à traverser pour rejoindre l'île. Cette petite île invisible depuis le continent, Anders sait qu'elle est là, juste là, remplie de jeunes, participant à un camp d'été, un camp organisé par le Parti travailliste. Le parti qu'Anders a pris pour cible, 500 jeunes qu'Anders considère comme la relève du gouvernement. Une relève qu'il veut éradiquer. 500 jeunes à sa merci sur une île minuscule et totalement infranchissable. Anders est prêt à traverser, mais doit prendre le bateau. Le problème, aucune traversée n'est prévue. Il se dirige vers le bateau habituel. Il explique aux personnes présentes qu'il doit absolument traverser, car il est agent des forces de l'ordre. Il porte l'uniforme. Un attentat vient de se produire à Oslo.
Tout le monde en a entendu parler. L'information circule rapidement via télévision et radio. En raison de cet attentat récent, il a été envoyé pour expliquer aux jeunes les mesures de sécurité. On l'embarque exceptionnellement avec sa valise contenant son arme et ses munitions. Pendant la traversée d'Anders, au même moment sur l'île, la nouvelle arrive de l'attentat d'Oslo. La première informée est Monica, la maman du camp. Dès qu'elle apprend la nouvelle, elle rassemble les jeunes autour du bâtiment principal. Leur annonce ce qui s'est passé dans la capitale. Tout le monde est choqué. Monica a reçu des photos. Elle les montre aux jeunes. C'est à peine croyable. On dirait la guerre. Les téléphones commencent à sonner les uns après les autres. Adrian reçoit un appel de sa mère comme tous les parents inquiets. Sa mère lui demande s'il va bien, s'il est en sécurité. Il confirme que oui, s'enquiert de son état à elle. Elle le rassure. Adrian lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui. Il est sur une île. C'est l'endroit le plus sécurisé imaginable. Une petite île dans les eaux norvégiennes. Difficile de faire plus sûr, les enfants rassurent les parents, tentent de se rassurer mutuellement, vérifient que tout le monde est vivant, que leurs familles vont bien. L'incertitude plane sur l'impact de l'attentat. C'est un peu la panique, mais finalement tout le monde va bien, tout le monde est rassuré. La tension redescend légèrement. La journée reprend son cours. Tout le monde se prépare pour la soirée à venir. À 17h17, le bateau transportant Anders arrive à Utoya. Dès qu'Anders pose le pied sur l'île, un agent de sécurité l'accueille avec méfiance. Qui est cet homme? Débarquant seul en tenue de policier, cette tenue paraît inhabituelle à cet agent de sécurité, qui s'avère être un policier en mission bénévole. L'agent pose des questions. D'où vient-il? Que fait-il là? Anders répond brièvement. Il est là pour expliquer les mesures de sécurité. Mais pourquoi l'ont-ils envoyé seul? Anders répond avoir été envoyé dans l'urgence. D'autres agents vont suivre. Ces réponses ne convainquent pas. Monica, la maman du camp, les aperçoit discutant au loin. Elle s'approche, se présente, discute un peu avec eux. Monica et l'agent ressentent que quelque chose cloche. Ils sont sur la même longueur d'onde. C'est évident, cet homme n'est pas vraiment policier. Soudain, l'agent de sécurité tourne le dos à Anders. Celui-ci sort son arme de sa valise. Monica hurle « Ne faites pas ça !»« Qu'est-ce que vous faites ?» Tout va extrêmement vite. Anders tire dans le dos de l'agent de sécurité, puis tourne son arme vers Monica, lui tire dessus également. Ils sont tous deux au sol. Il leur tire une balle dans la tête à chacun pour les achever. Le capitaine du bateau assiste à la scène. L'embarcation est encore amarrée. C'est le mari de Monica. Il hurle aux enfants de courir pour sauver leur vie. Malheureusement, les enfants ne l'entendent pas. Anders s'approche du campement. Des jeunes jouent au football, d'autres au volleyball. Une vingtaine ou trentaine de jeunes se trouvent devant lui. Il s'adresse à tous ceux qui le voient, leur demande de le suivre à la cafétéria pour expliquer les mesures de sécurité concernant les récents attentats à Oslo. Les adolescents ne se méfient pas. Cet homme est habillé en policier. Il a l'air calme et serein. Il semble savoir ce qu'il dit. Ils n'ont aucune raison de se méfier. Ils le suivent dans la cafétéria. Une fois à l'intérieur, Anders leur demande de se réunir autour de lui. Puis il ouvre le feu. Il est 17h21. Lorsqu'il tire, il est terriblement froid et méthodique. En général, 1 à 3 balles par victime. La plupart du temps, il vise la tête. Il n'a aucune pitié. Il n'entend pas les cris ni les supplications. Il tire sur une victime après l'autre. Les enchaîne méthodiquement au fur et à mesure des secondes. Dans la cafétéria, cela devient une hécatombe. Des corps jonchent partout. Certains se cachent parmi les cadavres pour faire les morts, d'autres derrière des meubles. Cette petite cafétéria offre peu d'endroits pour se cacher. Anders remarque que certaines personnes font semblant d'être mortes. Il le leur dit. Allez, je sais très bien que certains font semblant. Il achève ceux qui sont encore vivants. Au bout d'un moment, il voit une fille cachée sous un piano. Il s'approche d'elle. Elle cache son visage avec ses mains. Il lui tire une balle dans la tête. Miraculeusement, cette balle n'atteint pas son crâne. Elle ne va pas mourir. Elle s'écroule tout de même, fait semblant d'être morte. Mais il voit qu'elle n'est pas morte. Lui tire une deuxième balle. Cette balle atteint le bras de la fille. Ne la tue pas non plus. C'est vraiment miraculeux. Elle a reçu 2 balles et est toujours vivante.
Anders lui tire une nouvelle balle dans la tête. Cette fois, la balle atteint la mâchoire. Anders s'éloigne pour passer à une autre. Il dira plus tard que la manière dont mouraient ses victimes n'était pas comme dans les films, qu'il trouvait cela très intéressant. Deux types de réactions se manifestaient. Soit les victimes se figeaient totalement sur place, soit elles faisaient semblant d'être mortes. Mais il était rare qu'elles fuient en courant. Il a expérimenté des choses. Selon ses dires, il a tiré une balle dans la bouche de quelqu'un. Le crâne a explosé, mais les lèvres sont restées intactes. Un autre phénomène l'intéressait. Quand il tirait dans la tête, il remarquait souvent une dernière expiration. Il a dit qu'il trouvait cela intéressant. Cela n'arrivait pas à chaque fois, mais assez souvent. C'est effrayant car il cause toute cette horreur pour la première fois de sa vie. Il n'avait jamais tué quelqu'un. Il reste totalement impassible. Il est très calme, très ordonné, observateur. C'est comme s'il était dans un laboratoire. Il sort de la cafétéria, se dirige vers les tentes. Les gens courent partout. Beaucoup pensent encore que c'est une blague. Certains courent simplement parce que d'autres personnes courent. C'est un mouvement de foule, sans savoir pourquoi ni ce qui se passe. C'est le chaos. On retrouve Adrian, ce jeune de 21 ans, qui s'est mis à courir, comme tous les autres, sans vraiment savoir pourquoi. Adrian est maintenant caché derrière un arbre, avec d'autres personnes dissimulées dans les buissons autour du bâtiment sanitaire. Adrian vient de voir le tireur abattre une jeune fille qui sortait de la douche. Tout semble s'accélérer. Adrian se remet à courir pour sauver sa vie. Il fuit quelque part, remarque des obstacles partout au sol, des objets, des vêtements, des tentes renversées, et puis des corps partout. S'il tombe, il est mort. Le tireur vise, abat quelqu'un, passe à une autre personne. Il les enchaîne. Adrian ne peut pas se permettre d'être dans son champ de vision. Il ne doit surtout pas tomber. Il se met à courir dans les bois avec d'autres personnes. De l'autre côté des bois se trouve l'eau. Dans l'eau, il y a peut-être une chance. Ce qu'il ignore, c'est que c'est exactement ce qu'Anders veut. L'eau est glaciale. Le risque de noyade est très élevé. L'objectif d'Anders est de les terroriser pour qu'ils se jettent dans l'eau et se noient. Il sait qu'avec son arme, il n'atteindra pas tout le monde. Adrian court toujours dans les bois. Il entend le bois craquer sous l'impact des balles. Le tireur est sur ses traces. Imaginez le niveau de stress. C'est un garçon qui sort de l'adolescence. Imaginez-vous à sa place, quelqu'un qui n'a jamais vécu ça. Tout d'un coup, en un claquement de doigts, il doit courir pour sa vie. Comment les choses ont basculé d'une seconde à l'autre. Il est là, dans un camp d'été, l'ambiance est légère et cool. Il est jeune, insouciant. Et d'un coup, il doit courir pour sa vie. Le cerveau d'Adrian est en mode survie, il ne pense qu'à ça. Il arrive enfin sur la rive, se jette à l'eau. Le problème, après 50 ou 100 mètres, il n'y arrive plus, il a la respiration coupée. L'eau est trop glaciale. Il perd ses forces, il n'est plus capable. Il essaie de faire demi-tour, revient vers l'île. Il voit le tireur sur la rive. Le tireur lui crie « Je vais te tuer, vous allez tous mourir aujourd'hui ». Il se met à tirer avec son fusil d'assaut. Adrian était totalement en mode survie. Concentré dans sa fuite, il remarque qu'il y a d'autres personnes dans l'eau avec lui. Ces personnes se font tirer dessus l'une après l'autre. D'un coup, le tireur pointe son arme vers lui dit « Jetez dans mon viseur ». Adrien le supplie, lui crie de ne pas lui tirer dessus. Le temps paraît se suspendre un instant. Le tireur le regarde à travers le viseur de son arme. Un moment de flottement. Il ne se passe rien. Puis le tireur lève sa tête, baisse son arme, fait demi-tour et s'enfonce dans la forêt. Il ne lui tire pas dessus. Adrian ne comprend pas sur le coup. Il était à 2 doigts de mourir. D'un coup, le tireur l'a épargné. Il se dit que peut-être son arme s'est enrayée. Pourquoi l'aurait-il épargné lui, alors qu'il a tué tous les autres autour? Malheureusement, quelques secondes après, il entend d'autres tirs dans les bois. On saura plus tard pourquoi il a été épargné. Si Anders n'a pas tué Adrian, c'est parce qu'Adrian avait l'apparence de quelqu'un de la race aryenne. Près de la rive se trouve un ensemble de rochers. Un groupe de jeunes s'y cache. Malheureusement, le tireur va les surprendre, va leur tirer dessus et les abandonner là. Beaucoup de ces jeunes ne seront pas tués sur le coup. Dans le groupe, un adolescent va chanter.
faire des blagues, pour essayer de rassurer ses amis. Il y a beaucoup de moments comme ça, de camaraderie, de soutien vraiment très touchant. Il y a aussi cette scène terrible avec le jeune Viljar. Cette histoire est incroyable. Il s'est fait tirer dessus, mais avec l'adrénaline, il n'a pas vraiment senti le choc. Il se tourne vers son amie, voit qu'elle est saine et sauve. Il est rassuré, mais lui dit qu'il pense avoir été touché. Demande si elle peut vérifier s'il va bien. Il est très calme, ne ressent pas de douleur particulière mais veut savoir si tout va bien. En fait, la seule chose qui ne va pas, c'est qu'il ne voit plus de son œil droit. Son ami le regarde, mais ne sait pas quoi dire. Il a été touché à la tête. Il a reçu une balle dans l'œil droit. Une matière visqueuse s'écoule de sa tête. C'est son cerveau. Mais attendez, si cette histoire est racontée, c'est parce que la chute est incroyable. Ce garçon a survécu. On peut survivre sans finir en légumes, même après avoir été tiré dans le cerveau. C'est vraiment étonnant. Une parenthèse pour raconter son histoire. Il est tombé dans le coma pendant 10 jours. Suite à cet événement, on a dû lui amputer le bras. Son frère qui était sur l'île avec lui a également survécu. Pendant ces 10 jours de coma, il s'est entraîné à vivre sans son bras, pour pouvoir apprendre à son frère, une fois qu'il sera réveillé, comment vivre sans son bras. C'est tellement beau, c'est incroyable comme histoire. C'est vraiment une histoire qui finit bien. Il y a tellement peu d'histoires qui se finissent bien dans cette tragédie. Retour sur l'île. Anders continue son horrible chasse à l'homme, se dirige maintenant vers une nouvelle zone de l'île. Il ratisse vraiment tout le terrain. Il y a très peu d'endroits pour se cacher. L'île est vraiment minuscule. Il y a très peu de bâtiments, très peu de rochers. Il y en a quelques-uns sur le bord. Mais très vite, ça tombe à pic. La forêt n'est pas très dense et pas très grande. C'est vraiment un piège total pour les jeunes encore vivants. Après une trentaine de minutes de massacre, des rumeurs commencent à circuler sur quelque chose de très grave qui se passerait sur l'île, car des cris s'entendent de très loin. Des habitants, quelques locaux vivant sur le bord du continent, sur la rive faisant face à l'île, entendent des hurlements, des cris, qui n'ont pas l'air de venir de jeunes faisant la fête. Certains de ceux qui possèdent des petits bateaux vont aller voir ce qui se passe. Assez vite, en se rapprochant de l'île, ils comprennent qu'il y a un ou plusieurs tireurs sur l'île. À ce moment-là, ni les jeunes sur l'île, ni les locaux qui s'approchent ne savent qui est à l'origine de tout ça. Beaucoup de gens pensent qu'il pourrait y avoir plusieurs tireurs. Les bateaux qui s'approchent se disent qu'ils pourraient devenir la cible du ou des tireurs. Pas mal font demi-tour, mais certains décident quand même d'aller voir de plus près. Un monsieur avec son bateau réussit à sauver un jeune. Quand il le sauve, le jeune lui explique qu'il y a un policier sur l'île qui est en train de les abattre tous. Le monsieur est choqué, se dit qu'il va essayer de sauver d'autres jeunes. Il voit qu'il y a d'autres adolescents dans l'eau, il s'approche d'eux, leur chuchote de monter dans le bateau. Il essaie de ne pas faire trop de bruit, car il a peur d'attirer le tireur. Mais les jeunes sont très calmes, très silencieux. Il leur dit de monter dans le bateau. Il s'aperçoit alors qu'ils sont tous morts. C'est vraiment un carnage. Une femme a tout de même réussi à sauver 6 personnes. Un homme aussi a sauvé une trentaine d'adolescents avec un bateau un peu plus gros. Il y a quand même des histoires de sauvetage qui se sont vraiment bien passées. Les locaux ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour les sauver. On est en 2011, donc tout le monde a un portable. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi la police n'a pas été alertée directement, par les jeunes sur l'île, par les gens autour. Le problème, c'est que les lignes sont saturées à cause de l'attentat qui se passe à Oslo. Les lignes d'urgence priorisent tout ce qui se passe à Oslo. Pour le moment, tous les appels en panique des locaux aux alentours, les appels des adolescents sur l'île, passent au second plan. D'ailleurs, pour les premiers appels, les urgences pensent que c'est une blague, ils n'y croient pas. C'est pour ça que ça met un certain temps à être pris au sérieux. La rumeur d'un attentat sur l'île parvient aux oreilles d'un journaliste, Marius Anderson. Ce journaliste se dit qu'il va prendre un hélicoptère et aller enquêter. Depuis son hélicoptère, il voit plusieurs personnes en train de nager autour de l'île. Mais en y regardant de plus près, il voit que ces personnes s'éloignent de l'île. C'est assez illogique, car elles ne peuvent clairement pas faire le trajet jusqu'au continent à la nage. C'est beaucoup trop loin. Clairement, elles ne nagent pas là. Elles sont en train de s'enfuir. À ce stade,
Marius ne sait pas trop ce qui pourrait causer cette panique. Il voit une grande silhouette. Elle a l'air d'un policier, mais il ne voit pas très bien, il est quand même assez loin. En regardant bien, on dirait qu'il est en train d'abattre des gens. Sur l'île, il est 18h10. La police n'est toujours pas là. Plusieurs jeunes se sont réfugiés dans un bâtiment. Où se trouve le système de traitement des eaux? Un genre de bâtiment de maintenance. Anders arrive à la porte du bâtiment. La porte est barrée. Il leur crie que c'est bon. Ils ont arrêté le tireur. Du coup, il le laisse entrer. Il ouvre le feu. Il va tuer 14 personnes. Ensuite, il se dirigera vers le chemin de l'amour, le fameux sentier, dont il a été question au début, où se réunissent les amoureux. Là-bas, plusieurs personnes se sont cachées dans les herbes hautes. Mais là encore, Anders ne se contente pas de voir des corps étendus. Il veut vraiment s'assurer que ces gens sont décédés. Toutes ces personnes font semblant d'être mortes. Lui va s'en assurer. Il va abattre 11 personnes sur le chemin de l'amour. Une seule va survivre dans ce groupe. On retourne voir Adrian qui finalement a réussi à rejoindre la rive. Adrian est à bout de souffle. Il vient d'échapper à la mort. Il était sûr que le tireur allait le tuer. Finalement, il a fait demi-tour et l'a épargné. Adrian se retrouve sur la rive. Retrouve d'autres personnes qui ont réussi à survivre. Tous ensemble, le petit groupe commence à marcher dans les bois. Ils essayent de trouver un coin calme où ils peuvent se cacher. Ils marchent, mais tout d'un coup, Adrian voit tout le monde autour de lui tomber les uns après les autres. Le tireur est à quelques mètres. Il est en train d'abattre chaque personne. Tout le monde tombe par terre. Adrian imite les autres. Il tombe, fait semblant d'être mort. Adrian est ventre à terre. Il respire très lentement. Il essaie d'être le plus silencieux possible. Il entend les pas du tireur s'approcher. Le tireur a l'air très calme, très posé. Il est en train de vérifier que tout le monde est bien mort. À terre, Adrian se dit que là, ça va être très difficile pour lui. Le tireur marche près du visage d'Adrian. Adrian sent sa respiration, la respiration du tireur. D'un coup, il sent quelque chose de très chaud qui passe à côté de sa tête. Et juste après, une sorte de piqûre dans son dos. Le premier truc qui se dit, c'est qu'il a reçu un projectile de pierre. Un genre de petite pierre qu'il a atteint, mais en fait Anders lui a tiré dessus. Quand il le comprend, il se dit que ça y est, il va mourir. Il sent que son corps s'engourdit. Il sent une sensation qu'il n'avait jamais vécue avant. Il se dit que c'est bon. C'est terminé pour lui. Le tireur continue sa marche funèbre. Dans certaines zones, des gens ne sont même pas au courant de ce qui est en train de se passer. Par exemple, un groupe discute, parle de ce qui s'est passé à Oslo. Ils étaient un peu isolés de tous les autres. Du coup, ils vont tomber nez à nez avec le tireur qui va leur tirer dessus. Il y a plein de gens comme ça. Les dernières 2 personnes qui n'ont pas été touchées ont maintenant 2 choix. Soit elles essayent de se cacher sur l'île, mais clairement le tireur est organisé. Il ratisse le terrain tellement méticuleusement que c'est quasiment impossible de lui échapper. Soit elles peuvent aller dans l'eau et risquent de se noyer. Ce sont vraiment ces 2 choix qui s'offrent à elles. Il y a aussi Elisabeth, 16 ans, qui est au téléphone avec son père et qui n'a absolument rien entendu de tout ce qui s'est passé depuis le début sur l'île. Elle est un peu isolée dans un coin où Anders n'est encore jamais allé. Elle est en train de discuter avec son père de ce qui s'est passé à Oslo. Tout d'un coup, la conversation s'arrête, le père n'entend plus sa fille au téléphone. Elle vient de se prendre une balle dans la tête et cette balle a détruit le téléphone. C'est un truc vraiment important à comprendre dans ce genre d'événement. C'est le chaos total. Les informations ne sont pas claires. Les gens ne savent jamais vraiment trop ce qui se passe. Quand il y a un attentat, quand il y a un mouvement de foule, c'est vraiment le chaos. Des gens vivent une réalité, d'autres en vivent une autre. Bref, au bout d'un moment, l'île devient très très calme. Ce n'est pas parce que tout le monde est mort, c'est parce que les derniers survivants sont cachés. Se murent dans un silence total. Au bout d'un moment, il n'y a vraiment plus personne qui se balade innocemment. Tout le monde est au courant qu'il y a un ou des tireurs sur l'île. Tout le monde se cache. Les jeunes là, tous sans exception, ont très bien compris que le ou les tireurs voulaient éliminer tout le monde. Au bout d'un moment, une voix rassurante perce dans le silence. « Est-ce que tout le monde va bien ? C'est bon, on a attrapé le tireur.
Le ferry a besoin que vous vous approchiez et que vous vous mettiez en ligne pour pouvoir monter dans le bateau et vous sauver. Un par un, ils sortent la tête de leur cachette, un peu hésitants. Ce sera vraiment le dernier coup de grâce d'Anders. Quand le groupe réuni est assez important, il va lever son arme et va tirer sur ces personnes qui ont tenu jusque-là, qui ont tout fait pour survivre. Il va les abattre. Dans ce groupe de personnes qu'il a trompées, une seule va survivre. Son histoire est touchante aussi. Elle a reçu une balle dans l'épaule, dans l'estomac. Elle se voit mourir clairement. Son corps est en train de la lâcher. Elle se dit que c'est terminé, se prépare mentalement. Elle va essayer de se battre pour vivre. Elle pense à 2 choses pour se maintenir réveillée. La première chose, c'est qu'elle se dit qu'elle n'a pas vu le dernier film de Harry Potter. Elle a déjà vu presque toute la saga, mais elle n'a pas vu le dernier film. Elle se dit que ce serait trop bête de mourir sans avoir vu le dernier film. La deuxième chose à laquelle elle pense, c'est qu'il y a ce garçon dans sa classe qui est un gros crétin arrogant. Il est comme ça. Mais elle ne lui a jamais dit. Personne ne lui a jamais dit. Elle se dit que si personne ne lui dit jamais, ce garçon va passer sa vie en étant un gros crétin arrogant sans jamais le savoir. Elle se dit qu'elle doit lui dire. Elle doit absolument lui dire. Elle a ces 2 choses en tête. Ça la maintient réveillée. Elle va survivre. À 19h, après 1 heure et 9 minutes de terreur, l'unité d'élite arrive enfin sur l'île d'Utoya. Souvent dans ce genre d'attentat, ce qui arrive, c'est que le tueur se fait abattre. Ou alors il se suicide. Mais Anders veut se faire capturer vivant pour pouvoir partager son idéologie. Imaginez l'audace. Quand la cellule antiterroriste est arrivée, il a tout de suite levé les mains. Il leur a même dit « Je suis de votre côté les gars ». Il s'est tout de suite rendu. Du coup, il n'a pas été tué. Anders Breivik est menotté après plus d'1 heure de carnage. Si la police a mis aussi longtemps à arriver, c'est déjà parce que toutes les unités étaient mobilisées sur l'attentat d'Oslo premièrement, mais aussi parce qu'Utoya est une île à 30 km d'Oslo. Il a fallu réunir les hommes, le matériel, et les envoyer là-bas. Tout ça prend un peu de temps. Il y a eu aussi un problème avec le premier bateau qu'ils ont voulu envoyer. Il était beaucoup trop rempli de matériel et d'hommes. Le bateau a manqué de couler. Il y a eu plusieurs petits problèmes techniques comme ça. C'est pour ça que ça a mis autant de temps. Mais attendez, quand la police arrive avec les secours, ils arrêtent Anders. Ils s'attendent à sauver des jeunes. Les ambulances sont là, mais il n'y en a aucun. Ou en tout cas aucun de vivant. Il y a des corps près des tentes, dans l'eau, mais aucun jeune en vie. Les agents cherchent partout. Ce n'est pas possible que le tireur ait abattu 500 adolescents. Ils remarquent des silhouettes accroupies derrière des rochers, derrière des arbres, derrière des branchages. Aucun ne bouge. Ils sont tous complètement figés et silencieux. Ils n'ont absolument pas confiance. Un gars habillé en policier vient de leur faire croire qu'il était de leur côté et vient de tuer tous leurs amis. Alors bien sûr que non, ils ne vont pas sortir comme ça et faire confiance aux premiers hommes en uniforme venus. Ça a pris un certain temps pour qu'ils aient confiance et qu'ils acceptent de sortir de leur cachette. Finalement, ils ont pu être sauvés. Anders aura tiré sur 99 personnes. Il en aura abattu 69. Avec Oslo, il en aura tué au total 77. Le plus jeune avait 14 ans, le plus âgé 51. Parmi ces victimes, 2 n'ont pas été abattues par Anders. Ces 2 victimes sont mortes, des conséquences de ce qu'il a fait. Un garçon de 17 ans qui fuyait sur l'île a sauté d'une falaise et s'est fracturé le crâne. Un autre garçon de 17 ans s'est noyé en tentant de se sauver. Sur l'île, il y avait énormément de frères et sœurs. C'est très triste, car beaucoup ont perdu un frère ou une sœur. La plupart de ceux qui ont survécu ont eu énormément de mal avec la culpabilité du survivant, car la raison pour laquelle la plupart ont survécu, c'est que le tireur était juste occupé à tuer quelqu'un d'autre. Il n'en épargnait quasiment aucun. Pour ce qui est d'Adrian qu'on a suivi depuis le début, qui a été épargné une première fois par le tireur, et qui finalement s'est fait tirer dessus dans les bois. Il a survécu. Évidemment, il a été énormément traumatisé par ce qui lui est arrivé. Mais il a réussi à se remettre. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est l'événement le plus meurtrier en Norvège depuis la Seconde Guerre mondiale, pour dire à quel point c'était traumatisant pour la Norvège et pour le monde entier.
quand on annonce à la mère d'Anders ce que son fils a fait. Elle est choquée. C'est dit comme ça parce qu'apparemment, elle ne l'avait pas vu venir. Mais on connaît l'univers dans lequel a grandi Anders. Et quel genre de femme était la mère d'Anders? En tout cas, elle disait « Comment ça? Mon fils, c'est un garçon très intelligent, vous savez ?» Elle le défendait comme ça sans être choquée de ce qu'il avait fait. Elle disait « Mon fils, c'est un très bon garçon. Comment a-t-il pu faire une chose pareille ?» Elle ne réalisait pas trop. Bref, au procès, Anders a totalement assumé les faits. Il a déclaré que c'était un acte politique. Son attitude au procès, une image vaut 1000 mots. Déjà, quand il entre, il fait un genre de salut nazi avec son poing. Il a cette attitude un peu de martyr de guerre. Il est très fier de ce qu'il a fait. Il refuse que ses crimes soient qualifiés de meurtre. Il appelle ça des exécutions, comme si c'était des condamnés, et que lui, c'était la main armée de l'État. Il n'a aucune empathie. À ce moment-là, les familles des victimes endeuillées sont dans la salle. Lui, il a détruit des centaines de vies par ricochet, car il a détruit la vie des familles des victimes. Il a détruit des centaines, si ce n'est des milliers de vies, et il sourit. Coup de théâtre. Quelques mois plus tard, il est déclaré non responsable de ses actes. Il souffrirait de paranoïa. Il devrait être interné en hôpital psychiatrique. Mais coup de théâtre. Finalement, un autre groupe de psychiatres l'analyse. Il le déclare sain d'esprit. C'est une décision avec laquelle Anders est totalement d'accord. Lui, il est révolté qu'on le déclare fou. Car pour lui, c'est très important d'être déclaré sain d'esprit. Sinon, tout son discours politique ne tient plus. C'est quelque chose pour lequel il est très satisfait. Finalement, en 2012, il est condamné à 21 ans de prison, qui est la peine maximale en Norvège. À l'annonce de sa peine, il a souri et s'est excusé ne pas avoir tué plus de personnes. 21 ans, ça peut paraître être une peine assez courte pour tous ces crimes. Mais en Norvège, le système fonctionne un peu différemment. 21 ans, c'est plus un minimum qu'autre chose, car la peine peut être reconduite. Ce qui se passe, c'est qu'à intervalles réguliers, les prisonniers vont avoir des rendez-vous avec des professionnels. Ils vont juger de la dangerosité de la personne. Si la personne est jugée dangereuse, la peine peut être reconduite comme ça pendant très longtemps. Justement, 10 ans après le massacre, il y a eu une réévaluation d'Anders Breivik. Il a été jugé dangereux, donc il ne va pas sortir de sitôt. Depuis la prison, il continue à écrire ses opinions politiques. Il n'a absolument aucun regret, il a même cette attitude vraiment très insolente. Très régulièrement, il fait valoir ses droits de prisonnier pour avoir la dernière console, la dernière télévision. En Norvège, le système fonctionne un peu différemment et la manière de traiter les prisonniers est un petit peu différente de ce qu'on peut imaginer. Les prisonniers ont certains droits, il est à cheval sur ses droits. Il fait régulièrement des plaintes comme quoi il n'est pas assez bien traité dans sa prison. Il réussit comme ça à améliorer son espace de vie. Il continue à se considérer comme un porte-parole politique. Vous imaginez bien que quand il est réévalué, les professionnels voient très bien que ce garçon n'a pas vraiment fait de chemin personnel. Alors, qu'en pensez? Toute cette histoire de politique ne serait-ce pas une excuse pour Anders pour se rapprocher inconsciemment de son père? Son père qui était plus ou moins dans ce milieu, il était diplomate qui est parti avant même qu'Anders puisse le connaître. Il semble vraiment que cette histoire d'attentat pour des raisons politiques plus grandes que lui soit vraiment une excuse pour quelque chose qui le concerne et qui est très personnel à lui. Cela concerne aussi les femmes. Son rapport à sa mère est clairement une des raisons qui l'a poussé à faire tout ça. Cette histoire est vraiment folle. Ces histoires de survie sont tellement prenantes, incroyables. Il y a des histoires de survie tellement touchantes et miraculeuses. Merci de nous d'avoir regardés jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire vraie.